Knut Wicksell, un auteur néoclassique, va donner sans le vouloir les bases de la théorie keynésienne. En effet, Keynes va s'appuyer sur la notion de taux d'intérêt pour montrer l'influence de la monnaie sur l'activité économique. Quant à Wicksell, lui, il va prouver qu'il existe deux taux d'intérêt. Le premier, le taux d'intérêt naturel, c'est-à-dire la jonction entre l'offre d'épargne et l'investissement, et un taux d'intérêt monétaire, celui qui est fixé par un organisme exogène, par exemple une banque centrale. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous avez un petit peu d'argent de côté et que vous avez le choix entre soit investir dans une nouvelle société ou alors épargner et placer votre argent sur un compte dans une banque. Vous vous dites que le point d'équilibre entre l'investissement ou l'épargne est de 3%. Au-delà de 3%, vous placez votre argent en banque. En dessous de 3%, vous préférez investir car votre investissement pourrait vous rapporter un montant bien supérieur à ces 3%. Vous vous rendez à votre banque et votre banquier vous annonce qu'il peut vous faire fixer un taux de 2,5%, ce qui est en dessous de vos prévisions. Vous vous rendez compte que si vous mettez votre épargne à la banque, ça vous rapportera beaucoup moins que si vous investissez. Vous décidez donc d'investir. Donc il existe bien deux taux d'intérêt, celui qui égalise l'offre d'épargne et d'investissement, celui que vous avez fixé dans votre tête, et celui que le banquier vous propose qui dépend lui-même du taux d'intérêt fixé par un organisme supérieur, par une banque centrale. Imaginons maintenant que vous hésitez toujours entre investir et épargner et que le basculement entre les deux soit toujours le taux naturel de 3%. Vous rendez à votre banque et votre banquier vous propose du 5%. Dans ce cas-là, vous vous dites que ça ne vaut pas le coup d'investir, prendre des risques inutilement, il vaut mieux placer son argent à la banque à 5%, être rentier, ne rien faire et attendre que le montant que vous avez placé vous rapporte des intérêts. Vous voyez bien qu'il y a deux taux dans l'économie, le taux naturel et le taux monétaire. Et le fait que le taux naturel ne corresponde pas au taux monétaire vous fait prendre des décisions, soit d'investir, soit d'épargner. Et tant que ces deux taux d'intérêt ne seront pas égaux, vous continuerez d'investir davantage ou d'épargner davantage. Il faut en effet savoir que la banque commerciale, donc la banque qui vous accordera le prêt, obtiendra les liquidités auprès de la banque centrale par différents moyens que nous verrons ultérieurement. L'argent qu'elle obtiendra sera à un taux, ce qu'on appelle le taux directeur. Donc la banque commerciale, quand elle vous proposera le prêt, proposera ce taux plus sa propre marge. Par exemple, si la banque centrale propose du 3% comme taux directeur, la banque commerciale vous proposera un taux supérieur, par exemple du 5%. C'est ce qu'on appelle le taux monétaire. Notez bien que Knut Wicksell distingue deux taux d'intérêt. Le taux d'intérêt naturel, celui qui se distingue en comparant votre épargne et votre investissement, et le taux d'intérêt monétaire, celui pratiqué par les banques. Et les banques pratiquent le taux moyennant le taux lui-même proposé par la banque centrale. Donc vous voyez bien que la banque centrale a un rôle important à jouer. De même, les banques commerciales peuvent réaliser des dépôts auprès de la banque centrale. Ces dépôts sont forcément rémunérés. Vous, c'est pareil, lorsque vous déposez de l'argent dans une banque commerciale, comme dans l'exemple que nous avons vu tout à l'heure, votre dépôt sera rémunéré. Ces taux sont aussi en fonction des différents taux directeurs. Reprenons le poli. Nous avons des questions à répondre par rapport à Wicksell. Donc la première, la question 0. Combien de taux d'intérêt Wicksell dégage-t-il dans son analyse? Donc Wicksell dégage deux taux d'intérêt. Le taux d'intérêt naturel, donc celui en fait qui égalise l'épargne et l'investissement. Rappelez-vous de la formule de Jean-Baptiste C avec la loi des débouchés. Donc ici, c'est le taux qui permet de faire basculer en fait l'épargne en investissement. Donc c'est l'entrepreneur qui va décider à partir de quel taux faire basculer en fait l'épargne en investissement. Et le deuxième taux, c'est le taux d'intérêt monétaire ou le taux courant d'intérêt, celui qui est déterminé par le marché de la monnaie, c'est-à-dire déterminé ici par une banque centrale. Donc, question 1. Comment se détermine le taux d'intérêt naturel? Je viens d'y répondre. Il se détermine à l'équilibre de l'épargne et de l'investissement. Voilà, cela renvoie un petit peu aux analyses classiques des marchés. Question 2. Comment se détermine le taux d'intérêt monétaire? Il se détermine par les banques, elles-mêmes influencées par la banque centrale. Ces deux taux d'intérêt ont-ils le même niveau? Alors non, généralement le taux d'intérêt monétaire s'écarte du taux d'intérêt naturel. Question 4. Pourquoi un taux d'intérêt effectif trop faible par rapport au taux naturel provoque de l'inflation? Alors c'est un petit peu logique, hein. Imaginez, vous êtes une entreprise,
vous voulez investir, vous voyez que le taux actuellement, quand vous comparez épargne-investissement, le taux naturel pour vous serait par exemple de 3%. Vous allez voir votre banquier et il vous propose un taux de 1% pour les placements par exemple. Donc là, vous pouvez faire un emprunt à 1%. Donc ça veut dire qu'en fait, pour vous, c'est très intéressant plutôt d'investir. Donc vous allez investir un maximum, même quitte à emprunter à la banque, puisque ça vaut le coup, vu que le taux est très faible, bien inférieur à celui du taux naturel que vous aviez estimé. Donc vous allez investir, c'est un processus cumulatif. Vous allez investir de plus en plus jusqu'au moment où le taux d'intérêt naturel sera égal au taux d'intérêt monétaire. Donc forcément, à force de demander de l'argent et d'investir comme ça risque de provoquer de l'inflation. Ou pour la situation inverse, ça peut arriver que le taux que vous pensiez, le taux naturel, soit bien inférieur au taux qui est proposé par la banque. Donc dans ce cas-là, ça va vous calmer, vous n'avez pas envie d'investir du tout, vous préférez faire des placements, faire de l'épargne, et dans ce cas-là, il risque d'avoir une déflation. Les prix vont baisser. Voilà, tout ça c'est expliqué ici. Question 5. Selon Vixel, la quantité de monnaie en circulation dans l'économie est-elle neutre sur l'activité économique? Alors, forcément, Vixel, en tant que classique, pense que oui, la monnaie est neutre, mais à la condition que le taux d'intérêt naturel soit égal au taux d'intérêt monétaire. Or, ce n'est que très rarement le cas. Donc, comme ce n'est pas le cas, la monnaie a un impact sur l'activité économique. Et c'est justement sur cette idée que Keynes va rebondir. Il va voir que Vixel a ouvert la porte, il a montré qu'en fait que la monnaie n'était pas vraiment neutre, elle est neutre uniquement lorsque le taux d'intérêt naturel est égal au taux monétaire. Lorsque ce n'est pas le cas, Keynes pense qu'on peut agir sur l'activité économique en jouant sur la quantité de monnaie en circulation. En étudiant les grandes fonctions que peut avoir la monnaie sur l'économie, Keynes va se rendre compte qu'elle peut avoir d'autres fonctions que le simple motif de transaction. En effet, Keynes va s'apercevoir que la monnaie est l'actif le plus liquide qu'il soit. Bien plus liquide, vous voyez, que par exemple qu'un bien immobilier, qu'un terrain, qu'une machine. On l'a déjà étudié tout à l'heure. Alors Keynes va voir en la monnaie trois grandes fonctions. Donc la première, motif de transaction, que nous avons déjà étudié. Le deuxième motif, motif de précaution. Alors attention de ne pas confondre le motif de précaution avec de l'épargne. Ce n'est pas la même chose. Keynes voit en la précaution le moyen pour les agents économiques de mettre de l'argent de côté afin de se prémunir contre les aléas de la vie de tous les jours. Donc c'est de l'argent qui va sortir du circuit économique, ce n'est pas de l'épargne. L'épargne, tôt ou tard, finira en investissement. Ici, ce n'est pas le cas. C'est de l'argent qu'on met de côté qui sort du circuit économique. Donc il montre ici qu'en fait, on n'a plus la fameuse loi des débouchés de C ne fonctionne plus. L'épargne n'est pas toujours égale à l'investissement parce qu'une partie de l'épargne va être détournée de sa fonction première qui servira à investir. Elle va servir de précaution. Donc c'est de l'argent qui va être mis de côté, qui sort du circuit économique et qui servira, comme on peut dire, en cas de coup dur. Ensuite, vous avez le motif de spéculation. Certaines personnes vont comprendre que la monnaie est l'actif le plus liquide possible. Donc on peut l'utiliser immédiatement pour, par exemple, spéculer en bourse. Répondons maintenant à la question 6 et à la question 7. Quelle est la particularité de la monnaie selon Keynes? Alors selon Keynes, la monnaie est l'actif le plus liquide qu'il soit. Ensuite, quel agrégat peut faire renoncer un agent économique à la liquidité de la monnaie? Alors en fait, c'est qu'est-ce qui pourrait faire par exemple qu'un agent économique décide d'investir ou de placer son argent? Quel est l'élément déclencheur? On l'a vu tout à l'heure, Keynes va se baser sur les études menées par Knut Wicksell et montrer qu'en fait c'est le taux d'intérêt qui permet d'agir, en fait de faire basculer la décision de l'agent économique, savoir comment il va utiliser sa monnaie. Donc on l'a vu, c'est le taux d'intérêt, et le fait qu'il y ait deux taux d'intérêt, un taux monétaire et un taux naturel, va faire que l'agent économique va se décider dans sa fonction d'investir ou sa fonction d'épargne. C'est pour ce motif que l'on dit que le taux d'intérêt apparaît comme une prime de renoncement à la liquidité. C'est ce qui va faire le basculement de la décision de l'agent économique dans sa volonté d'investir ou dans sa volonté d'épargner. Alors, le motif de spéculation est assez spécial. Le motif de spéculation, selon Keynes, amène quand même de l'incertitude dans l'économie. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que les agents économiques vont se fier, encore une fois, au taux d'intérêt. En effet, quand les taux d'intérêt vont baisser,
les ménages, par exemple, vont bien comprendre que les entreprises vont pouvoir bénéficier d'emprunts plus facilement auprès des banques. Ainsi, elles pourront davantage investir, davantage produire. Les consommateurs, eux, pourront aussi bénéficier de crédits auprès des banques et davantage consommer. Donc, tout devrait bien fonctionner pour les entreprises et leur cours en bourse devrait monter. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas le moment d'acheter des actions, simplement parce que les cours ont monté, les cours sont à un haut niveau, il vaut mieux attendre. Donc, les agents préfèrent garder la monnaie. Donc, ils gardent leur monnaie pour un motif de spéculation. Ils attendent simplement que les taux d'intérêt commencent à remonter. Dans le cas inverse, quand les taux d'intérêt vont se mettre à augmenter, les cours boursiers vont baisser. Tout simplement parce que les ménages vont anticiper que les entreprises auront plus de difficultés à obtenir des emprunts ou que ces emprunts seront à des taux plus élevés. Donc, les bénéfices d'entreprise risquent de baisser et donc les cours en bourse de baisser. Donc, comme les cours se mettent à baisser, c'est le bon moment pour acheter. Donc, les ménages vont utiliser leur argent pour acheter ces titres en bourse, que ce soit des obligations ou des actions, et n'auront plus besoin de faire de réserves. Si nous répondons maintenant à la question 8, peut-on dire dans ce cas que toute l'épargne servira tôt ou tard à se transformer en investissement, comme le suppose la loi des débouchés de C? C'est totalement faux. Keynes a bien montré que, contrairement à Jean-Baptiste C., une partie de l'épargne va se transformer en épargne de précaution. Donc non pas une épargne pour investir, mais une épargne pour garder de l'argent chez soi en cas de coup dur. Et aussi une partie de la monnaie va sortir du circuit économique pour servir à la spéculation, pour jouer en bourse selon l'évolution des taux d'intérêt. Vous voyez bien, le taux d'intérêt relie le secteur réel et le secteur monétaire. Question 9. Peut-on dans ce cas affirmer, comme c'est, que la monnaie n'est qu'un voile, un lubrifiant permettant les échanges? Pas du tout. La monnaie n'est plus un voile, puisque la monnaie peut jouer sur l'activité économique. Et ça nous renvoie au petit schéma qui est juste en dessous. Vous avez ici les néoclassiques qui nous disent en fait que le taux d'intérêt, en fait, c'est en fait le jeu de l'offre et de la demande entre ceux qui veulent placer leur argent ou obtenir un prêt, et puis ce que les banques veulent leur proposer. En fait, c'est simplement ça. Or, ici, Vixel nous dit que c'est pas du tout ça, qu'il y a en fait deux taux d'intérêt. Le taux d'intérêt naturel, donc celui qui correspond à ce que pensaient les classiques et les néoclassiques, donc le taux qui est en fait défini par le marché. Vous voyez, c'est marqué ici. Le taux d'intérêt n'est donc déterminé que par le marché, donc il n'y a pas de souci, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Mais Vixel va rajouter qu'il n'y a pas que le taux d'intérêt naturel, il y a un second taux d'intérêt, le taux d'intérêt monétaire. Et ce taux-là est exogène. Il va être déterminé par une banque centrale. Donc la banque centrale, selon le taux d'intérêt qu'elle va définir, va pouvoir jouer sur l'activité économique. Rappelez-vous ce qu'a dit Vixel, si le taux d'intérêt monétaire est supérieur au taux d'intérêt naturel, les agents économiques auront plutôt tendance à ne pas investir, à placer leur argent en banque, à devenir rentiers, à attendre que l'argent fasse des petits, si on peut dire, et venir récupérer leur argent. Alors qu'inversement, si le taux fixé par la banque centrale est inférieur au taux naturel, parce que là, les agents économiques vont comprendre qu'ils peuvent emprunter énormément auprès de leur banque pour pouvoir investir, ou inversement se dire, si moi j'ai de l'argent de côté, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce que je le place à la banque sachant que le taux monétaire est très faible, ou plutôt que je l'utilise et que j'investisse dans un projet qui sera très rentable, qui me rapportera beaucoup plus d'intérêt que ce que je n'aurais obtenu si je vais placer mon argent dans une banque. Donc vous voyez, le taux défini par la banque centrale est primordial. C'est lui qui va définir en fait l'activité économique. Donc là, on parle bien d'un taux d'intérêt monétaire de la monnaie qui est une action sur l'activité économique. Donc la fameuse dichotomie des classiques est en train de disparaître. Keynes montre qu'un organisme comme une banque centrale, en définissant un taux d'intérêt qui n'est pas exactement le même que le taux naturel, va agir sur l'activité économique. Alors Vixel, forcément, lui, se défend. Il dit que l'idéal serait que le taux d'intérêt naturel soit exactement le même que le taux d'intérêt monétaire. Alors, question 1. Vers qui se rapproche la théorie Vers qui se rapproche la théorie du taux d'intérêt de Keynes? Cette théorie-là se rapproche fortement de celle de Vixel. Voilà, je vous ai mis un petit résumé. Bien apprendre avec les différents motifs de détention de la monnaie selon Keynes. Voilà. Keynes qui affirme aussi que la monnaie est un actif différent des autres, parce que c'est un actif sans risque,
présentant l'avantage d'être immédiatement disponible. L'une des grandes découvertes de Keynes concernant son analyse de la monnaie va être que le taux d'intérêt monétaire, donc celui proposé par les banques centrales, peut agir sur le niveau de l'activité économique. En effet, en plaçant ce taux d'intérêt à un niveau inférieur à celui du taux naturel, cela va inciter les agents économiques à investir dans une société par exemple, et à ne pas placer leur argent en banque et devenir des rentiers. Il appelait ça l'euthanasie du rentier. De même, si le taux d'intérêt proposé par la Banque centrale est faible, cela va permettre aux agents économiques d'emprunter et de pouvoir consommer davantage qu'ils ne l'auraient fait habituellement. Ainsi, en cas de crise économique, Keynes préconise de baisser les taux d'intérêt directeurs d'une banque centrale afin de relancer l'activité économique, par exemple de la zone euro. Attention, actuellement, les taux d'intérêt de la BCE sont déjà très faibles. Ils ont fortement baissé depuis la crise de 2008. Ainsi, les baisser davantage actuellement ne permettrait pas de relancer énormément l'activité économique. Forcément, cette découverte de Keynes va être primordiale. Avant, les auteurs classiques et néoclassiques que l'on appelait les orthodoxes pensaient que la monnaie était totalement neutre sur l'activité économique et qu'il y avait effectivement une dichotomie entre la sphère réelle et la sphère monétaire. Keynes va rabattre les cartes en affirmant le contraire. Il y a bien un lien entre la sphère réelle et la sphère monétaire. La monnaie n'est pas neutre et elle permet de relancer l'activité économique. À la mort de Keynes, juste après la Seconde Guerre mondiale, d'autres auteurs vont venir contrebalancer les idées de Keynes et montrer qu'en fait il avait tort. Keynes est un hétérodoxe et des auteurs tels que Cecil Arthur Pigou ou Milton Friedman vont se faire un malin plaisir à démontrer que les théories de Keynes sont fausses. Attention, encore aujourd'hui, nous ne savons pas qui a raison. Est-ce que ce sont les idées de Keynes ou est-ce que ce sont les idées des libéraux, on appelle maintenant les néoclassiques des libéraux, qui ont raison. Le premier auteur que nous allons étudier est Cecil Arthur Pigou et l'effet d'encaisse réelle. L'effet d'encaisse réelle va démontrer en fait que la théorie keynésienne de la relance à partir de la monnaie est fausse. En effet, chaque individu sait exactement le revenu qu'il doit détenir pour sa consommation. Or, si d'un seul coup le taux monétaire proposé par une banque centrale se met à baisser, les banques commerciales à leur tour baisseront leur taux et l'argent sera plus facile à obtenir par les agents économiques. Ils pourront ainsi davantage consommer par exemple par le crédit ou alors leur salaire augmentera. Ce revenu supplémentaire va leur permettre de consommer en plus alors qu'ils n'avaient peut-être pas besoin de cette consommation. Donc cette encaisse excédentaire va provoquer de l'inflation. Au final, il y aura plus de monnaie en circulation, mais comme les prix auront également augmenté, les individus ne pourront pas consommer davantage. Donc finalement, il n'y aura pas de changement dans l'économie, hormis qu'il y a plus de monnaie et donc beaucoup plus d'inflation. La relance par la monnaie ne sert donc strictement à rien. La monnaie est neutre si ce n'est qu'elle provoque une augmentation des prix. On revient à la fameuse théorie quantitative de la monnaie. Vous avez un exemple ici un peu humoristique qui explique bien l'effet d'encaisse réelle. Donc le monsieur voit son salaire passer de 2000 € à 2500 €. Il consomme déjà assez, mais il décide de consommer ce surplus. Ici, c'est en donuts. Donc à la question 8, que risque de provoquer la consommation excédentaire de cet individu? Forcément, ce sera de l'inflation. Alors, par exemple, si la masse monétaire est de 5 millions d'euros et que le niveau des prix est de 50 €, l'équilibre se fixe à... Alors ici, l'équilibre se fixera à 100 000, c'est-à-dire 5 millions divisé par 50. Je reprends un petit peu la formule qu'on avait ici. M sur P, la masse monétaire par rapport au prix. Voilà. Alors, si la masse monétaire augmente, les salaires augmentent d'un montant de 1 million d'euros par exemple, le nouveau rapport sera de 6 millions sur 50, donc cette fois-ci, ça fera 120 000. Toutefois, pour revenir à l'équilibre, il faudra que les prix augmentent à 60, donc on passe de 50 à 60, et on reviendra à notre équilibre de 100. Ainsi, on peut constater qu'on reviendrait à l'équilibre initial
Donc, hormis sur l'inflation, l'action de l'arme monétaire, la politique monétaire qui serait alors utilisée par la Banque centrale de baisser le taux d'intérêt pour qu'il y ait plus de monnaie en circulation, par exemple, serait totalement inefficace. Vous voyez, donc la Pigou démonte un petit peu la théorie keynésienne. Voilà, pour la question 10, ça rejoint un petit peu ce que l'on verra en finance. Alors, complétez cette phrase. Selon Pigou, lorsque les taux d'intérêt baissent, la valeur des obligations anciennes souscrites à des taux plus élevés, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter. Alors pourquoi? Parce que si actuellement les nouvelles obligations qui sont émises rapportent beaucoup moins que les anciennes, parce qu'aujourd'hui moi je suis une entreprise, je vais émettre des obligations, je vais apporter un intérêt à mes obligataires, le taux que je vais fixer est forcément fonction des taux d'intérêt monétaires, des taux d'intérêt fixés par les banques centrales. Donc si les taux fixés par la Banque centrale européenne par exemple sont fort bas, moi il n'y a pas tellement de raison pour que je mette des taux très élevés. Donc si ici, dans notre exemple, les taux d'intérêt sont assez bas puisqu'ils vont baisser, ceux qui possèdent des actions qui datent de plusieurs années, qui ont été mises à des taux d'intérêt très élevés, valent le coup. Ça vaut le coup de les acheter parce qu'elles rapportent beaucoup plus que les nouvelles. Donc c'est intéressant d'acheter ces anciennes ici obligations. Donc comme c'est intéressant, leur taux va monter. Concernant les actions, c'est une autre réflexion qu'il faut avoir. Il faut se dire que vu que les taux d'intérêt baissent, ça veut dire que les entreprises, si elles ont besoin aujourd'hui d'un emprunt, elles l'auront facilement. Ça veut aussi dire que les agents économiques, les consommateurs par exemple, pourront faire éventuellement des crédits pour venir consommer la production de l'entreprise. Donc c'est tout bon pour l'entreprise, ça veut dire qu'elle pourra vendre sa production. Donc au niveau de la rentabilité de l'entreprise, elle devrait augmenter. Donc le cours des actions d'entreprise devrait augmenter à son tour. Donc vous voyez, c'est une relation inverse. Quand les taux d'intérêt baissent, les obligations anciennes ont tendance à avoir leur valeur montée et le cours des actions a lui aussi tendance à monter. Donc en bourse, car le marché anticipe, alors ici, des résultats à venir plus conséquents. Là, c'est pour concernant les actions. Selon Pigou, toute tentative de relance passant par une injection de monnaie dans l'économie, par exemple par une baisse des taux directeurs de la Banque centrale, va provoquer de l'inflation, à cause en fait de l'effet d'encaisse réel qu'il a démontré. Cela engendre une neutralité de la monnaie sur l'économie, mais des prix plus élevés. Par conséquent, Pigou prouve que la monnaie est vraiment neutre sur l'économie, qu'il y a vraiment une dichotomie entre le réel et le monétaire, tout simplement parce que si on injecte de la monnaie, les prix vont augmenter, et c'est là la seule conséquence. L'activité économique n'augmentera pas pour autant, puisque les personnes auront peut-être plus d'argent, et comme les prix seront plus élevés, ils n'achèteront par la suite pas autant que prévu grâce à l'injection de monnaie. A l'inverse, selon Pigou, il serait préférable que les prix baissent pour relancer l'activité. Il faudra en fait que les travailleurs acceptent une baisse des salaires nominaux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore été corrigés par l'inflation. Ainsi, si on baisse les salaires sur votre fiche de paie, au lieu d'être payé 1500 €, vous êtes payé 1400. Cela voudrait dire que les charges salariales de votre employeur ont baissé. Donc, comme il a moins de coûts, il peut faire baisser ses prix de vente et ainsi relancer la consommation. On pourrait ainsi reconstituer les encaisses réelles des agents économiques et stimuler la consommation. Bref, c'est une grande découverte pour relancer l'économie et faire diminuer le chômage. Il faut donc baisser les salaires et non pas chercher à relancer l'économie en injectant de la monnaie et faire monter les salaires comme le préconisait Keynes. De même, Pigou va signaler que l'État n'a surtout pas à intervenir dans l'économie. À cause de l'intervention de l'État, les salaires sont parfois rigides, par exemple avec la création du SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum. Or, en créant le SMIC, on rend les salaires rigides, et Pigou ne veut surtout pas que les salaires soient rigides, puisqu'en cas de problème économique, il faut baisser les salaires. Bref, les analyses libérales et néoclassiques montrent que le marché doit être libre et que l'État ou une banque centrale ne doit pas intervenir pour relancer l'activité économique. Le marché peut le faire tout seul. Keynes, selon Pigou, avait donc totalement tort. Retenez bien cette première analyse. Du côté des keynésiens, on pense qu'il ne faut pas baisser les salaires en période de problème économique, alors que si nous nous trouvons du côté des néoclassiques par exemple ou des libéraux, au contraire, il faut laisser le marché baisser les salaires pour relancer l'activité. Je pense que maintenant vous avez compris qu'il y a deux grands courants de pensée qui vont s'opposer. D'un côté, les keynésiens qui pensent que l'on peut agir sur l'activité économique d'un pays à partir de la monnaie, que la politique monétaire active peut permettre de résoudre certains maux que peuvent rencontrer un pays, par exemple le chômage, ou relancer tout bêtement la consommation, tout simplement parce que le taux d'intérêt a une action sur l'économie.
taux d'intérêt, donc il y en a deux, rappelez-vous, le taux d'intérêt naturel, celui qui est défini par le marché, et le taux d'intérêt monétaire, c'est-à-dire un taux exogène qui est proposé par une banque centrale. Donc la banque centrale, en modifiant le niveau du taux d'intérêt, peut agir sur l'économie. Alors pourquoi? Parce que le taux d'intérêt a une action sur la monnaie et que les acteurs ont une préférence pour la liquidité. Rappelez-vous pour Keynes les trois motifs de détention de la monnaie: transaction, précaution et surtout spéculation. Donc, tout ça est relatif à la liquidité. À côté de ça, vous avez des auteurs tels que Irving Fisher, qui pensent qu'il y a vraiment une dichotomie entre les deux marchés, entre la sphère réelle et la sphère monétaire, que la théorie quantitative de la monnaie, avec sa fameuse équation de Fisher, montre très bien que dès qu'on va injecter de la monnaie, cela va provoquer de l'inflation et rien d'autre. La quantité produite ne bougera pas, donc on ne pourra pas faire baisser le chômage, on ne relancera pas l'économie. Cécile Arthur Pigou a montré exactement la même chose, à partir de son effet d'encaisse réel, qu'il ne faut pas injecter de la monnaie en cas de crise économique, et qu'au contraire, si on veut résoudre le problème du chômage s'il y a une crise économique, la solution serait peut-être plutôt de baisser les salaires, ce qui est totalement contraire aux idées keynésiennes. Si on baissait les salaires selon Keynes, cela viendrait diminuer la consommation et aggraverait la crise économique. D'autres auteurs que l'on a qualifiés de keynésiens, tels que Phillips, sont venus défendre la théorie de Keynes après sa mort. Ainsi, Phillips a montré qu'il y avait une relation inverse entre l'évolution des salaires au Royaume-Uni entre 1861 et 1913 et le taux de chômage. Si vous regardez sur le graphique, lorsqu'il y a beaucoup d'inflation au niveau des salaires, le taux de chômage est faible, alors que lorsqu'il y a peu d'inflation, donc ici tout proche, voilà ici, cette partie-là, le chômage est assez élevé. Il y a donc une relation inverse entre l'évolution du taux de chômage et l'évolution du niveau des salaires. Plus les salaires ont augmenté, par le biais par exemple d'injections monétaires qui ont permis l'augmentation des salaires, plus le chômage a été faible, et inversement. Donc Phillips va redonner ses lettres de noblesse à la théorie keynésienne qui dit qu'en injectant de la monnaie dans l'économie, par le biais par exemple d'une baisse du taux d'intérêt, cela permet de résoudre les problèmes de l'activité économique, par exemple le chômage. Donc si l'on en vient maintenant à la question de que montre la courbe de Phillips, Phillips montre une relation négative entre taux de chômage et taux d'inflation. Un nouvel auteur va leur apparaître, il s'appelle Milton Friedman. Et il va montrer que Keynes et Phillips ont totalement tort, qu'ils sont totalement à côté de la plaque, et que leur idée de relancer l'économie à partir de l'inflation est très dangereuse. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Friedman va apparaître suite au choc pétrolier de 73, 74 et 79, 80, où justement on va avoir beaucoup d'inflation et en même temps du chômage. Donc ça ne correspond plus du tout à ce que Phillips avait montré avec sa courbe. Donc ce Milton Friedman va lancer une nouvelle école, ce qu'on appelle les monétaristes. Il sera le chef de file de cette école de Chicago, l'école des monétaristes, et prouver que Keynes avait totalement tort, ainsi que Phillips. Alors à partir de la question 3, je vous ai expliqué un petit peu ce que reproche Friedman à Keynes. Alors vous voyez, vous avez un petit dessin, enfin de deux petites photos, où vous voyez un magicien qui fait un tour de magie à un agent économique qui essaie un petit peu de l'embobiner. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Friedman reproche en fait à Keynes de faire vivre aux agents économiques une illusion monétaire. Alors je m'explique. Imaginez, vous êtes un agent économique, vous êtes un ménage, vous travaillez dans une entreprise, vous avez votre salaire. Votre employeur, grâce à une intervention de la Banque centrale qui a fait baisser les taux, a pu obtenir auprès d'une banque commerciale de second rang un emprunt supplémentaire. Il a pu agrandir son usine et, par exemple, augmenter votre salaire. Donc vous êtes content, vous allez pouvoir consommer davantage parce que votre salaire a augmenté. Donc vous vous lancez dans la consommation, mais au bout de quelques mois, vous allez vous rendre compte en fait que les prix ont augmenté. Donc pendant quelques mois, vous allez consommer davantage. Et puis comme je vous l'expliquais précédemment, dès qu'il y a une injection de monnaie, forcément, il va y avoir derrière de l'inflation. Donc pendant les quelques mois au départ, donc pendant 2 à 3 mois, le court terme vraiment, ça va fonctionner. Donc vous allez consommer davantage et relancer l'activité économique. Donc à court terme, effectivement, Friedman reconnaît que la théorie de Keynes peut fonctionner.
Par contre, si je regarde la question 4, pourquoi cela ne fonctionne-t-il plus sur le long terme, c'est-à-dire 2 à 3 mois? Tout simplement parce qu'au bout de 2 à 3 mois, vous vous transformez en agent économique un peu simplé, en œil de lynx, et vous vous rendez compte que oui, votre salaire a augmenté, mais tous les biens que vous consommez ont aussi augmenté. Donc vous avez compris qu'en fait, le salaire n'a pas réellement augmenté. Vous avez été victime de ce qu'on appelle l'illusion monétaire. Vous avez pensé gagner plus, oui, vous gagnez plus, mais comme les prix ont augmenté, cela n'a rien changé. Il n'y a qu'une chose qui a changé, c'est qu'on a lancé l'inflation. Donc du coup, vous allez arrêter de consommer davantage puisque vous êtes bien rendu compte que les prix ont augmenté. Donc la situation économique ne s'est pas améliorée finalement, ou que pendant quelques mois. Donc oui, pendant quelques mois ça fonctionne. Donc Keynes, sa théorie peut être bonne selon Friedman, mais dès qu'on arrive sur le long terme, 2 à 3 mois, ça ne marche plus. Donc les agents vont s'adapter, c'est pour ça qu'on appelle ça les anticipations adaptatives. Donc si je veux répondre à ma question 4, pourquoi cela ne fonctionne-t-il plus sur le long terme, donc 2 à 3 mois? Les agents économiques sont myopes mais pas aveugles. Ils comprennent au bout d'un moment leur erreur. Lorsqu'ils voient l'inflation, ils se remettent au chômage volontaire. Leurs anticipations sont adaptatives. Alors pourquoi je parle de chômage ici? Tout simplement parce qu'il était aussi possible, par rapport à la question 3, que certains individus ne souhaitent pas travailler. Voilà, ils pensent que le salaire qu'ils pourraient gagner est trop faible. Donc ils se mettent au chômage volontairement, d'après Friedman. Keynes dit qu'il n'y a pas de chômeurs volontaires, il n'y a que des chômeurs involontaires. Ce n'est pas le cas de Friedman. Donc comme ces personnes sont au chômage, d'après Friedman, volontaire, elles s'aperçoivent que les salaires dans l'économie ont augmenté par l'injection de monnaie, donc elles vont se décider à se mettre au travail, à travailler. Donc elles vont travailler, le chômage va donc baisser, parce qu'il y avait des chômeurs volontaires qui, comme ils constatent que les salaires augmentent, vont se mettre à travailler. Seulement, au bout de quelques mois, ces personnes qui se sont mises au travail, alors qu'avant elles étaient au chômage, vont se rendre compte qu'elles travaillent, mais en fait pour rien. Parce que oui, elles gagnent un salaire qui est assez conséquent, mais les prix dans l'économie ont augmenté. Donc finalement, elles ont été victimes d'une illusion monétaire et elles arrêteront de travailler. C'est pour ça qu'elles vont s'adapter. On appelle ça les anticipations adaptatives. Donc Freeman, qu'est-ce qu'il constate? C'est qu'en fait, la politique monétaire agit, oui, c'est vrai, sur l'économie à court terme, mais que finalement, ça ne relance pas vraiment la machine. Au contraire, la seule chose qui est relancée, c'est l'inflation. Et une fois qu'elle est lancée, on a toujours du mal à la stopper. Donc il faut absolument que si on a une banque centrale qui tire les manettes du jeu, en fait, que son rôle ne soit pas de relancer l'économie. Il faut qu'elle soit totalement indépendante des décisions politiques des différents pays, qu'elle agisse en toute indépendance. C'est pour ça que j'ai marqué que Friedman conseille de rendre indépendantes les banques centrales du pouvoir politique, leur rôle passant de la politique monétaire à la lutte contre l'inflation. Les banques centrales d'après Friedman, donc c'est vraiment leur rôle, je dirais pratiquement jusqu'aux années 2010, c'était simplement de lutter contre l'inflation. Jamais elles ne doivent intervenir dans la politique monétaire d'un pays, parce que d'après les monétaristes, d'après Friedman, c'est dangereux. Et dans les années 70, enfin fin 70, 80, 90 et les années 2000, on a beaucoup écouté ce que Friedman avait dit, avait pensé, et les banques centrales étaient totalement indépendantes, elles n'obéissaient pas du tout aux situations économiques, périodes de crise ou de prospérité. Dans les années 90, un auteur qui obtiendra d'ailleurs le prix Nobel d'économie, Robert Lucas, va aller beaucoup plus loin que Friedman dans son attaque contre Keynes. En effet, Friedman avait montré que les agents sur le court terme étaient victimes de l'illusion monétaire. Lucas dira que cela n'existe même pas, que les agents anticipent immédiatement. On ne parle plus ici d'anticipation adaptative, mais d'anticipation rationnelle. Ça veut dire que dès que les salaires augmentent, les agents économiques ont très vite compris que l'inflation va apparaître et que les prix vont augmenter. Donc ceux, par exemple, qui étaient au chômage volontaire
ne travailleront pas pour autant parce qu'ils s'aperçoivent que les salaires augmentent. Ils comprennent que les prix vont également augmenter. Donc cela ne change absolument rien à leur situation. C'est pour ça que Lucas dira que la monnaie, en fait, est super neutre. Ça ne sert à rien d'ajouter de la monnaie dans l'économie, que la banque centrale augmente la quantité de monnaie, puisque cela n'agira pas du tout sur la sphère réelle. Il y a bien donc une dichotomie entre la sphère réelle et la sphère monétaire. C'est pour ça qu'on appelle Lucas le chef de file de la nouvelle école classique, donc les nouveaux libéraux, si vous voulez. Donc il enterre vraiment la théorie de Keynes, c'est pour ça qu'on dira de Lucas qu'il est le fossoyeur des idées keynésiennes. Donc là nous sommes dans les années 90. Donc quel élément permet aux agents économiques d'être rationnels? Alors pourquoi les agents économiques peuvent réagir très rapidement? Vous voyez, je vous ai mis ici un article du Monde. En fait, il y a l'information qui circule très vite à partir des années 90. Il y a l'arrivée d'Internet, il y a les journaux télévisés, les journaux papier. Donc en fait, dès qu'il y a une augmentation des salaires, tout le monde pratiquement a été à l'école, a suivi une éducation classique. Donc tout le monde va comprendre que forcément les prix vont augmenter. Selon Lucas, faut-il agir sur l'économie à partir de la monnaie? Ben non, ça ne sert strictement à rien puisque la monnaie est super neutre. Donc en fait, la monnaie n'agit pas sur l'économie, la monnaie est neutre. Gros revirement de situation depuis les années 2000 et même et surtout les années 2010, puisque l'on pensait que les banques centrales avaient comme rôle simplement de lutter contre l'inflation, c'est-à-dire la vision de Friedman du rôle des banques centrales. Avec la crise des années 2001-2002, notamment le choc du World Trade Center et surtout la crise de 2008 qui a fait d'énormes dégâts dans le monde entier, les banques centrales, donc notamment la Fed et la BCE en Europe, ont lancé des politiques qui sont venues en aide pratiquement directement aux États. Vous savez qu'une banque centrale ne peut pas financer directement les États. Or ici, si je prends la crise du Covid-19 actuellement, là, vous voyez que les banques centrales rachètent de plus en plus des dettes qui ont été émises par les États. Ça veut dire qu'en fait, les États ont souscrit des emprunts auprès de banques commerciales, des banques de second rang, et la BCE rachète ces emprunts auprès des banques commerciales, donc indirectement, c'est comme si l'État avait été directement financé par la Banque centrale. Or, cela est interdit. Et cela a une énorme conséquence dans l'économie, c'est que puisque la Banque centrale rachète ainsi des emprunts émis par les États, elle refinance les banques en leur donnant de l'argent en échange de ces dettes qu'elle a rachetées, ce qui permet aux banques commerciales de financer à nouveau les États. Et en plus, la Banque centrale est un prêteur, ce qu'on appelle un prêteur en dernier ressort. Vous savez très bien que si jamais pour une banque commerciale qui prête à un État, savoir que la banque centrale est prête à racheter cette dette, c'est une garantie à 100% d'être payée. Donc du coup, les banques commerciales sont incitées à financer les États. Donc indirectement, c'est quand même la banque centrale qui finance. De plus, et vous l'aurez remarqué, les banques centrales ont fortement baissé leur taux directeur. Certains sont même dans un territoire négatif. Nous sommes totalement dans une politique de relance keynésienne, une politique monétaire de relance. Donc Keynes est revenu aux avant-postes depuis les années, je dirais, 2010. Or, chose bizarre, c'est que Keynes, lorsqu'il propose justement de relancer l'économie en créant de la monnaie, prévoit quand même qu'il y aura de l'inflation, montrée par Phillips, qui lie en fait l'inflation et le chômage. Or, actuellement, on a bien des taux d'intérêt qui sont très bas. Or, les taux d'inflation sont très faibles également. Donc, on est dans une situation franchement assez bizarre.